Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir comme premier invité celui qui a été honoré comme personnalité de l'année dans le cadre du Gala Zénith au mois de mai dernier. C'est une tradition ici à mon émission Le Touche-à-Tout de recevoir cette personnalité qui a marqué l'année dernière et qui, je pense que dans son cas, va marquer les années prochaines dans notre région. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le porte-parole de Biodélices, Serge Dubois. Serge, bonsoir. Bonsoir. Et encore une fois, félicitations pour ta nomination comme personnalité de l'année. Ah ben, merci. Je pense que ça t'a surpris, hein? Tu t'attendais pas à ça au mois de mai? Pas du tout. Pas du tout, non. Tu faisais partie des 12 finalistes. Exactement. Puis c'est aussi par rapport à... Dans le fond, c'est que je regardais les récipiendaires des années précédentes, puis c'était des gens qui avaient déjà beaucoup accompli avec un certain laps de temps, qui avaient un certain âge aussi, fait que je m'excluais pas mal là, de ça. Oui. Donc, d'où la surprise. Oui, exactement. Et pas à peu près, hein? Oh, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses... Pourquoi que tu as été nommé la personnalité de l'année? Qu'est-ce que tu penses que les gens du comité de sélection Pourquoi qu'ils t'ont choisi? Ben moi, c'est sûr, quand j'ai reçu l'appel comme quoi que j'étais personnalité du mois, je pense que c'est... Dans le fond, nous autres, en Biodélices, moi, puis j'ai inclus Biodélices aussi parce que c'est mon associé François dans ça, parce que c'est vraiment... ça a toujours été un travail d'équipe. Des fois, c'est moi qui, par rapport aux tâches qu'on a, qui est un petit peu plus mis de l'avant, mais c'est vraiment un travail d'équipe, là. Mais je pense que on a beaucoup de... On aime bien s'impliquer avec les enfants, puis dans notre région, puis j'ai cette façon-là de communiquer, je pense, le positivisme. Puis je me sers de ça pour encourager les enfants. C'est des choses qu'à un moment donné, qui n'avaient pas nécessairement arrivé, moi, en entrepreneuriat ou des choses du genre. C'est pas des options que je pensais prendre dans ma vie. Puis l'effet que ça l'apporte autant de bien dans une vie, bien moi, quand j'ai une petite chance, je m'en vais l'expliquer aux enfants que c'est une option qu'on peut avoir. Oui. Et moi, je me souviens très bien que quand tu as été nommé la personnalité du mois, on t'a demandé de nous envoyer une photo de toi et tu nous as envoyé une photo de ta famille. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas encore là, dans la région, là, puis qui tomberaient des nues, c'est quoi ça, Biodélices? Biodélices, ça, c'est... dans le fond, c'est une entreprise qu'on a démarrée à deux, moi et mon cousin, François Dubois. On est tous les deux fils d'acériculteurs. Nos deux pères, deux frères. Moi et François, on est deux cousins. Fait que c'était les deux pères avec notre oncle. C'est Michel Dubois, mon père, Richard Dubois, le père de François, puis Jocelyn Dubois. C'est trois personnes de la région qui avaient ça avec notre grand-père dans le temps. Puis nous, on était depuis notre jeune âge... on travaillait dans cette érablière-là, puis on jouait, je veux dire. On était jeunes, puis on êtes tombé dans la marmite. On est tombé dans la marmite, exactement, c'est ça. Puis on a appris les constructions là-dessus, installer aussi les équipements. Puis ça nous a vite passionnés, ça, d'être avec nos pères, tout ça. Puis ils nous ont toujours démontré une belle ambiance aussi. C'est des gens qui sont capables de mettre de l'eau dans leur vin, puis de mettre les forces ensemble pour faire avancer les choses, puis c'est des gens fiers, puis ça, c'est toutes des valeurs qui nous ont transmis. Puis on avait chacun nos aptitudes. Moi, François, on est vraiment différents dans nos façons de faire, puis complémentaires. On est complémentaires. Ouais. C'est ce qu'on s'est aperçu aussi dans l'avenir, par après, c'est qu'on était vraiment les aptitudes parfaites là, pour partir en affaires. Bon. Donc, Biodélices, ça a rapport avec le sirop d'érable, ouais, avec l'érable, avec les produits de l'érable. Oui, c'est vrai, j'ai tourné ça un petit peu. Hein. Dans le fond, c'est ça. Nous, on a fondé Biodélices parce qu'on n'avait plus d'emploi. Moi, je travaillais chez Allumica. Allumica a fermé. François sortait de l'université comme comptable. Moi, j'avais fait des études en génie électrique sur les systèmes automatisés.
Puis là, ben, on a dit c'est là qu'on part. C'est là qu'on part. Puis c'était le domaine qu'on connaissait le plus, c'était l'érable. On a été élevé là-dedans. Fait qu'on s'est dit, dans le fond, le sirop d'érable, on s'est aperçu que c'était vraiment pas les mêmes goûts partout où on en achetait. Puis on s'est mis à en acheter plus, puis voir les différences, puis on trouvait que le goût de la région avait vraiment des particularités au niveau des saveurs. Puis on a dit c'est sur ça qu'on va miser. Parce que si on voulait développer, on pouvait pas faire pareil comme les autres. Il fallait avoir quelque chose de différent. Mais c'était très dur au début de démarrer. On a acheté un petit local. On a fait... François faisait la transformation. Moi, je m'occupais du marketing de ça, de développer une gamme de produits, d'une présentation qui était différente, qui était haut de gamme, qui était sélectionnée par la saveur, par le goût, pour être capable de percer puis de faire goûter ça aux gens, là, que c'est pas pareil comme ce qu'ils ont dans les tablettes. Il fallait qu'ils savent ça. Et le bio vient de biologique parce que vous autres, c'est pas du sirop forcé, là, c'est vraiment naturel. Oui, bien, le biologique, ça, c'est, dans le fond, pour l'érable, ça ne veut pas dire qu'il est plus naturel. Parce que le sirop d'érable, c'est complètement naturel à la base. Le biologique, c'est des méthodes de fabrication qui sont en fonction de l'environnement pour conserver les écosystèmes. Un érablière biologique va garder les merisiers, les bouleaux, les sapins, toutes les autres essences d'arbres qui poussent naturellement dans l'érablière, on va les conserver. Ils sont obligés. Il va y avoir des inspecteurs qui vont aller vérifier tout ça. Les équipements d'un érablière biologique sont tous en acier inoxydable, contrairement à un érablière conventionnel qui peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de normes précises. Un acier inoxydable, par exemple, ne transmettra pas des dépôts de rouille ou des choses, des impuretés qu'on ne voudrait pas avoir. Fait que ça garantit un saut de qualité, puis en même temps, qui va aider à la conservation de ces érablières-là au Québec. Fait que le saut biologique ne veut pas dire qu'il est nécessairement meilleur ou qui est plus naturel, mais il est fait selon une méthode qui va aider l'environnement puis conserver les propriétés. Ça fait combien d'années que Biodélice existe? Ça fait... on a démarré en décembre 2007. Fait que c'est notre 7e année, dans le fond, pour dire. Et là, vous avez combien d'employés? Parce que vous avez commencé, là, les deux cousins. Là. Les deux cousins, oui, exactement. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 8 employés à temps plein à l'année qui travaillent chez Biodélice. C'est notre deuxième agrandissement. À date, on a agrandi aux 3 ans pour suffire à notre développement. Puis on a pris des développements dans des niches très spéciales. On voulait apporter du haut de gamme. Puis à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est apporté des outils. Quand j'arrêtais pas de me faire demander, ils me disent tout ça que c'est le meilleur. Ils me disaient ça, les acheteurs d'épicerie ou quoi que ce soit, les commerces, ils disaient... moi, je disais, regardez, je fais de quoi de bien, tout ça. Bien, ils ne voulaient même pas me donner de rendez-vous au départ. Là. Fait que j'ai pris la valise, j'ai mis les affaires dedans, puis je montais à Montréal 2 jours par semaine, le jeudi, vendredi. J'avais la chance d'avoir un chum de gars qui était à Laval, qui m'hébergeait quand je montais gratuitement. Puis on était 2 ans là, sans salaire, moi, François. Sans salaire, pas une scène noire qui rentrait. Fallait y croire, hein? Fallait y croire. On voyait les ventes qui grandissaient, puis on savait qu'à un moment donné, on serait pour s'en prendre un. Mais tous les revenus qu'on avait, on achetait plus de bouteilles pour avoir des meilleurs prix. Toutes les prises de courant étaient comptées dans la bâtisse. On a même coupé du cèdre pour faire dans notre boutique. On n'avait pas d'argent. Fait qu'il fallait arriver à faire quelque chose. Puis en même temps, moi, j'ai eu ma première petite fille, mon premier enfant, en même temps. Fait que ça faisait... Puis François, tout de suite, l'année d'après, fait qu'on avait 2 enfants, pas de salaire. Fait que on allait jouer au hockey le lundi, puis on jouait ensemble, moi, François. Là. Puis le 10$, là, on y pensait, je vais vous dire. Puis... Mais on était bien, là. On n'était pas dans la misère, là, mais on était motivés, puis ça a poussé à développer. On n'avait pas le choix. Là. Et aujourd'hui, vous avez développé, là, tu dis que même dans les épiceries, puis tout ça, ils ne voulaient même pas te recevoir. Mais là, aujourd'hui, là, tu as raconté une anecdote lors de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de Thetford, là, qu'il y a un gars qui t'a appelé du Japon parce qu'il venait de trouver des produits de chez nous. Oui, là, vrai, il était tout excité de ça parce que c'est un gars de la région qui trouve un produit de chez nous au Japon. C'est que tu as élargi ton...
ton éventail de clients? Oui, notre principal marché est encore au Québec. On a beaucoup développé le marché québécois, mais de plus en plus, là, on va avoir une tendance à l'étranger. Puis je dirais que 80 du sirop d'érable qui est produit ici au Québec qui est exporté à l'étranger. Fait que c'est cette tendance-là qu'on va avoir. Dans le fond, 80 du chiffre d'affaires des grandes entreprises à l'érable se fait en dehors du Canada. Fait que on va suivre ça, nous aussi, dans les prochaines années. Mais dans le fond, on a testé les marchés. On est allé chercher toutes les normes possibles pour donner une valeur de présentation puis en même temps une capacité d'exportation pour les produits qu'on fait. Les normes biologiques de l'Europe, les normes biologiques du Japon, le jazz, c'est des normes qui sont assez compliquées à obtenir, mais dans le fond, avec ça, dans le fond, c'est beaucoup d'étapes aussi. Notre bâtisse, d'un moment donné, doit être gérée par le fédéral. Fait que c'est le gouvernement du Canada qui gère les méthodes de fabrication au niveau des salubrités, toutes ces choses-là, pour être capable de sortir du Québec. Ah oui, okay. C'est toutes des étapes qu'on a appris, puis on doit l'apprendre vite. Puis, bien ça, tout est prêt. On a commencé à exporter un petit peu, mais tout est prêt pour la grande échelle. Et les derniers projets, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte que vous avez gagné aussi le concours québécois en entrepreneuriat? Là? C'est au printemps? Oui, ça, c'était encore là une belle surprise. Là. Puis, ce que j'aimais, ce concours-là, dans le fond, c'est que c'est le plus gros concours, dans le fond, de la province. Au niveau des entreprises, parce qu'il est organisé par le gouvernement du Québec, puis c'est des gros prix en bourse en argent qui sont remis aux gagnants. Fait que nous c'est certain que c'est un concours intéressant. Il y avait 1400 inscriptions. C'est des entreprises dans les mêmes genres que nous, dans le fond, qui avaient une dizaine d'années, 16 ans dans les plus vieilles entreprises. Nous, on en avait 7. On avait 6 ans, mais... il voulait mettre en valeur le rayonnement, justement, régional. Qu'est-ce qu'il y a aussi, le développement qui se fait dans l'entreprise. Après ça, le rayonnement au niveau québécois. Puis, c'était tous des éléments auxquels je répondais au questionnaire, puis je me disais, hein, ça va être bon, tu sais. J'avais tout le temps quelque chose d'intéressant à mettre dans chacune de ces cases-là. Puis moi, on fait des conférences pour les enfants. Je fais ça dans les écoles. Même cette année, je n'ai fait beaucoup avec la Fédération séricole. J'en fais pour les petites PME d'entrepreneuriat. Fait que ça, là, ça a donné beaucoup de points. Puis on a gagné les premiers de la province avec ça. Ça a donné une bourse de 35 000 au total. Ouais. Ça commence à remplacer le manque de paye. Oui, ça commence tranquillement. Malheureusement, Serge, le temps de l'émission est déjà écoulé. Alors, j'avais à mes côtés... J'avais le plaisir de parler avec la personnalité de l'année lors du dernier Gala Zénith, Serge Dubois, de Biodélice. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité à mon émission ce soir, vous allez le reconnaître parce que c'est un habitué. Il nous a même reçus dans sa maison. Vous allez comprendre facilement. C'est le coordonnateur de la Maison des Jeunes, Jean-Sébastien Roy. Bonsoir, Jean-Sébastien. Bonsoir. Quand je dis que tu nous as reçus dans ta maison des jeunes. Ben oui. Oui. Qui est situé à quel endroit déjà? Au coin de la rue Sainte-Marthe et Simoneau, au 534 rue Sainte-Marthe. OK. Alors, entre la piscine et le terrain de tennis. Oui. Face à la cour de récréation de l'École Saint-Gabriel, c'est bien ça? Exactement. Alors, la Maison des Jeunes est là. On ne peut pas la manquer quand on passe là. Non, on peut pas la manquer. Donc, tu nous avais reçus cet été, c'est-à-dire, non, ce printemps. Au printemps, oui. Puis on avait été très bien reçus. Alors, c'est pour ça qu'on t'invite. On espère que tu vas trouver qu'on te reçoit bien. Toujours bien reçu. Moi, je trouve ça important de parler de la Maison des Jeunes à cause de la mission que vous avez. On parle toujours, des fois, à tort, à un moment donné, il y a des gens qui passent des commentaires très négatifs sur les jeunes. Puis pourtant, vous autres, vous faites des choses très positives avec des jeunes. Donc, il faut croire que les jeunes font aussi des choses positives. C'est quoi la Maison des Jeunes, juste pour rappeler encore une fois aux gens à quoi ça sert, puis c'est quel but, puis depuis combien de temps que ça existe?
Bien, notre mission, on est un lieu de rencontre pour les 12 à 17 ans, un lieu de rencontre animé où on a toujours 2 intervenants, 2 animateurs en présence des jeunes. Puis notre but, c'est de rendre les jeunes actifs, critiques et responsables. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, on espère que le jeune qui vient à 12 ans, bien, lorsqu'il aura sa majorité, qu'il soit actif, critique et responsable. Oui. Ça va faire 30 ans, le 30 octobre prochain, qu'on va être incorporé. Fait qu'on existe depuis 1900. Officiellement, là, ça a commencé à 82, que ça a commencé à se parler. Puis on est en activité depuis 83-84. Tu n'étais pas au monde? Non. Non, je n'étais pas au monde. Moi, oui. Il y a quelques années à peine. Donc, ça fait 30 ans que, disons officiellement, que la Maison des jeunes existe à Thetford. Oui. On était au départ où ça s'appelait le Centre Jeunesse 12-17 de l'Amiante. Oui. On était où le centre paroissial, au sous-sol du centre paroissial. Oui. Dans la salle Poulain. Ça se peut. Ah oui. Ça se peut très bien. Toi sur moi. Ensuite, on a déménagé où est-ce qu'on est situé actuellement, mais c'était le Chalet Bleu, oui, les anciens locaux d'Orémy. C'est ça. Et en 91-92, toute la communauté a mis la main à la porte pour faire l'agrandissement, faire la bâtisse. Ah oui, puis là, c'est une belle bâtisse. Moi, quand on est allé à l'automne, au printemps, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi que je dis toujours à l'automne, mais au printemps dernier, vous êtes bien installé. Hein? On est choyé. Et toi, tu es là depuis combien d'années? Je suis là depuis décembre 2006. 2006. Alors, tu commences à faire partie des meubles, là? On peut dire. On peut dire. Quand on dit que c'est un endroit pour permettre aux jeunes de s'épanouir, hein, dans d'autres mots, mais qu'est-ce que vous faites pour ça? Quel genre d'activité que vous avez? Concrètement, là, on est à la fin de septembre, début octobre. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand est-ce que vous avez commencé? Puis qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines? Juste pour nous illustrer davantage, là, imager qu'est-ce que vous faites. Bien, pour mettre en contexte un peu, les jeunes viennent de façon volontaire. C'est pas obligé. Donc, le rôle des animateurs, c'est de créer un lien avec ces jeunes-là, un lien de confiance. Est-ce qu'ils payent une cotisation? Non. Ah, OK. Pour certaines activités, ils peuvent payer un coût d'inscription. Oui, OK. Fait qu'on a des jeunes qui vont venir... Bien, il faut qu'ils payent les parties. OK. Donc, on a des jeunes qui vont venir une fois par mois. On a des jeunes qui vont être là tous les soirs. Fait que c'est très variable. Donc, l'animateur doit connaître les jeunes, doit être à l'écoute de leurs besoins. À partir du moment qu'on connaît les jeunes, qu'on sait c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qu'ils aiment, bien, on va regarder pour planifier des activités qui vont répondre à leurs besoins, à leur champ d'intérêt. Puis encore plus, on va regarder avec eux pour les impliquer dans la planification de ces activités-là. Oui, la partie responsable, ça. La partie responsable, de montrer toutes les étapes pour ne pas avoir un clé en main, mais qui ne voit pas tout ce qui s'est fait comme travail avant. C'est ça. Donc, quand ils planifient, ils voient vraiment tout le travail et ils apprennent beaucoup. Ils apprennent leurs forces, leurs limites, ils apprennent à travailler en équipe, à leur estime de soi aussi, parce qu'à la fin du projet, bien, c'est une belle réussite. Parfois des échecs, mais ça, il faut juste comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis il faut trouver le côté positif. Il y a toujours du positif à tout. Ce qui s'en vient, bien de là, c'était la rentrée scolaire. Depuis l'année passée, on a commencé les mardis, on cuisine pour la cantine. On offre une petite cantine. On voulait offrir un choix santé. Donc, les jeunes peuvent faire de la cuisine et ils peuvent en repartir avec. Puis le reste qui n'est pas pris, bien, on le vend à la cantine. On a les mercredis qui sont le grandeur nature, des jeux d'épée et de boucliers, où que les jeunes font leurs propres épées, font leurs boucliers. Et là, c'est embryonnaire, ça commence. Retourne au Moyen-Âge? Pratiquement. Ah oui? On a un animateur qui est très connaisseur. Donc, à tous les mercredis, cet animateur-là, Jefferson, va être avec les jeunes qui veulent embarquer dans ce projet-là. On a aussi une fois par mois une soirée découverte, que ce soit un animateur ou un jeune qui fait découvrir sa passion ou quelque chose qu'il aime aux autres. On a eu une jeune qui fait du théâtre. Bien, on est allé à sa pièce de théâtre. On a un autre jeune en septembre qui adore travailler le bois, donc il a présenté sa passion aux autres jeunes. Puis à chaque mois aussi, on fait des ateliers éducatifs ou de prévention sur différents sujets en fonction de ce qu'on va
des moments de l'année, on sait qu'il y a des sujets qu'il faut plus aborder et de ce qu'on entend aussi avec les jeunes. Donc, ça peut être les études, la santé mentale, l'activité physique, la drogue, la sexualité. Donc, ça, c'est des sujets qu'on va faire des ateliers. Puis, on veut aussi leur permettre de s'impliquer de différentes façons. Ils peuvent s'impliquer. On fait des discos à l'occasion. On fait des nuits blanches. Bien, les jeunes forment un comité et un animateur va les encadrer pour monter leur activité. Ils peuvent s'impliquer aussi dans le comité de jeunes, qui est un groupe de jeunes qui est encadré encore là par un animateur qui, à chaque mois, va proposer et adopter la programmation d'activité de chaque mois. Va voir aussi à gérer le budget au niveau des activités, car les profits de la cantine sont le budget du comité de jeunes. Donc, ils apprennent aussi à gérer l'argent assez tôt. Et il y a le conseil d'administration aussi, qu'il y a 2 jeunes qui peuvent siéger sur notre conseil d'administration. Donc, ils voient tout l'aspect de démocratie, les mécanismes. Mais pour faire des activités, il faut avoir de l'argent. Donc, les jeunes s'impliquent aussi dans les activités de financement. D'ailleurs, cet été, on a été au IGA faire des hot dogs. Ça a permis de ramasser 376 $, qui a été pour le projet Grandeur Nature, 1 tiers au projet Grandeur Nature, 1 tiers pour la Maison des jeunes et 1 tiers pour le projet Gym. On a aussi fait les mercredis en musique à la Station des Arts. Ça nous a permis de ramasser plus de 400 $, qui est allé dans des comptes jeunes pour les aider à payer des activités. Puis une petite partie qui est allée aussi à la Maison des jeunes pour payer du matériel d'hiver. Ce qui m'amène à parler aussi du projet Gym. Ah bon, là, tu as un projet. On a un projet. Pas tu as, mais vous avez. La Maison des jeunes, puis un groupe de jeunes en particulier, ont un projet qui souhaiterait faire un mini-gymnase, salle d'entraînement, à l'intérieur de la Maison des jeunes, pour pouvoir s'entraîner, parce qu'aller dans des salles d'entraînement, ça coûte un certain montant, puis ils aimeraient ça y aller de façon plus régulière. Donc, ils préfèrent ça à la Maison des jeunes. Donc, on est à la recherche d'équipements usagés ou neufs, on est preneur. À bon prix. À bon prix, pour nous aider. Donc, les gens intéressés ont seulement à me contacter au 418-335-5075 et ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, s'il y a quelqu'un là dans son sol qui a un vélo stationnaire ou un tapis roulant, là, mais qui prend de la poussière. Là. Qui prend de la poussière, donc, un exercice. Vous autres, vous êtes prêts à lui rendre service puis d'aller le chercher. Oui, ça peut être un bon entraînement, des haltères ou les poids. On est preneur pour tout. Donc, je répète le numéro de téléphone, 418-335-5075. Oui. C'est bien ça? On est preneur pour tout, pour l'espace, pour meubler l'espace qu'on a. Ouais. On n'a pas de la place pour 50 bons entraînements, mais on est très ouvert. Là. Tu disais tout à l'heure que c'était pour les 12-17 ans. Il faut bien s'entendre, là. C'est pas une garderie déguisée, ça, là. Non. Vous n'êtes pas là pour garder les enfants, là, vous autres, là. On ne garde pas les enfants. On est là pour les surveiller, j'aime pas ça dire Superviser. ça. Superviser, non, on est là pour animer. Okay. On a des règlements, le respect, on est tolérance zéro au niveau de l'alcool et la drogue. Donc, les animateurs appliquent les règlements et les conséquences qui s'y rattachent, puis les jeunes les assument les conséquences. Okay. Puis on a le respect aussi, qui sont nos 2 principaux règlements. Puis le mandat principal, c'est d'animer. Okay. Mais pour ça, il faut créer un contact aussi. Puis quotidiennement, bien, c'est quoi qu'on fait? On joue au pool. Ça a l'air facile, mais en jouant au pool, bien, on crée le lien avec le jeune. Des fois, on peut faire de la sensibilisation sur un party qui va aller, de faire attention à sa consommation d'alcool ou de drogue. Donc, c'est beaucoup plus que simplement jouer avec le jeune. Il faut être très attentif à leurs besoins. OK. Et au niveau de l'animation, est-ce que vous êtes toujours les 2 mêmes, là? Il y a toi et Nathalie Lafrance? Bien, il y a moi qui fais toujours un minimum de 2 soirs par semaine. Un minimum d'1 soir, mais de façon régulière, j'en fais 2. Et Nathalie Lafrance, qui est l'animatrice responsable, qui fait la balance les 3 soirs. Oui, bien, quand on avait été faire l'émission en direct là, chez vous, Nathalie
avait participé à l'émission avec une jeune qui s'était très bien défendue. Hein? Oui, en effet. Et pour compléter l'équipe, on a 3 employés à temps partiel, principalement des étudiants en éducation spécialisée. Là. Donc, on rappelle où est la Maison des Jeunes, située sur le boulevard Sainte-Marthe, entre la piscine et le terrain de tennis, près de l'avenue Simoneau. C'est bien ça? Et si jamais il y a des gens qui avaient des articles pour de la gymnastique et qui seraient prêts à vous les donner, c'est le 418-335-5075. C'est bien ça? En effet. Alors, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Merci. Et vous, bien, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.